tu n'es pas forcément en panne d'imagination. Tu es peut-être juste en train de te poser la mauvaise question. Si tu t'assois devant ta préparation en te disant «Il me faut une super idée de scénario», tu mets ton cerveau devant un mur. Alors qu'un MJ bloqué n'a pas besoin d'une révélation divine, il a besoin d'un point d'appui. Parce qu'en JDR, l'imagination ne naît pas du vide, elle naît quand tu donnes à ton cerveau quelque chose à transformer. Le vrai problème, tu ne manques pas d'idées, tu demandes trop d'un coup. Quand MJ dit «je n'ai plus d'idées», souvent c'est pas vraiment ça. C'est pas qu'il n'a aucune imagination, c'est pas qu'il est devenu nul, c'est pas qu'il a perdu le truc. Le problème, c'est qu'il se demande une chose beaucoup trop grande. Qu'est-ce que je vais faire comme aventure? Et cette question-là, elle est énorme. Elle demande un lieu, une intrigue, des PNJ, des enjeux, une ambiance, des scènes, des rebondissements, des défis, une fin possible, et tout ça d'un seul coup. Normal que ton cerveau bloque. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, imagine-moi une campagne entière, originale, cohérente, mémorable, jouable, équilibrée et qui plaise à tout le monde. Évidemment que ça paralyse. La panne d'inspiration vient souvent de là. Tu ne manques pas d'idées, tu essaies de faire apparaître une aventure complète avant d'avoir une première pièce. Donc la première chose à changer, c'est la question. Ne te demande pas quelle est ma grande idée, demande-toi quel est le petit point d'appui qui peut lancer la suite. Un point d'appui, ça peut être presque rien. Une porte qui ne devrait pas être ouverte, un PNJ qui m'emballe, un village où personne ne dort, une dette ancienne, etc. etc. Tu n'as pas besoin de tout, tu as besoin d'un départ. Et ensuite, tu peux construire. C'est là qu'il faut vraiment dédramatiser l'imagination. Un MJ imaginatif, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des éclairs de génie toutes les 3 minutes. C'est souvent quelqu'un qui sait prendre une petite idée et la faire pousser. Il prend une image, il pose une question, puis une autre, et petit à petit, la matière arrive. Si je prends un village où personne ne dort, je peux demander pourquoi personne ne dort. Parce que chaque nuit, quelqu'un entend son nom dans les murs. Qui est touché en premier? Les enfants. Qui veut cacher le problème? Le prêtre du village. Pourquoi? Parce que le bruit vient de l'ancienne crypte sous le temple. Et voilà, je n'ai pas eu une super idée. J'ai juste commencé avec une image, puis j'ai posé des questions. C'est ça la première méthode. Quand tu n'as plus d'idée, ne cherche pas l'idée complète, cherche le point d'appui. L'imagination adore les petits départs. Le déclic, transformer une vague idée en problème jouable. Le deuxième réflexe à changer, c'est de croire qu'une aventure commence par une idée originale. En réalité, une bonne aventure commence souvent par un problème clair. Pas forcément un concept incroyable, pas forcément un twist génial, pas forcément une mythologie compliquée. Un problème, quelque chose que les joueurs comprennent, quelque chose qu'ils peuvent attaquer, quelque chose qui évolue s'ils ne font rien. C'est beaucoup plus utile pour un MJ qu'une belle idée, parce qu'une belle idée peut rester immobile. Le problème, lui, appelle à l'action. Regarde la différence. Une mine hantée, c'est une idée. Ça peut être cool, mais ce n'est pas encore une aventure. Maintenant, depuis 3 jours, les mineurs entendent leur propre voix leur parler depuis des galeries fermées. Là, on a un problème. Les joueurs comprennent le danger. Ils peuvent descendre dans la mine, interroger les mineurs, chercher à fermer les galeries, suivre les voies, ou découvrir pourquoi quelque chose invite les vivants sous la montagne. Tu vois la différence? L'imagination devient plus facile quand tu arrêtes de chercher un truc cool et que tu cherches qu'est-ce qui ne va pas, qui est menacé, qu'est-ce qui empire, qu'est-ce que les joueurs peuvent faire. Et c'est pareil pour les défis. Quand tu es en panne, ne te demande pas quel défi original je pourrais inventer. Demande-toi, qu'est-ce qui empêche les personnages d'obtenir ce qu'ils veulent? Ils veulent entrer dans une tour? Qu'est-ce qui bloque? Une porte? Mais maintenant, rends le blocable jouable. La porte n'a pas de serrure visible. À côté, un garde tient un registre. Il ne laisse entrer que les noms déjà inscrits. Et là, le défi devient intéressant. Les joueurs peuvent voler le registre, ajouter un faux nom, ou convaincre le garde, etc. etc. Là, le défi n'est plus « il y a une porte », c'est « comment obtenir le droit d'entrée sans déclencher toute la sécurité ». Et ça, c'est jouable. Un bon défi de JDR n'est pas seulement un obstacle, c'est une situation avec plusieurs angles d'attaque. Si une seule solution existe, les joueurs cherchent la clé dans ta tête. Si plusieurs approches sont possibles, les joueurs jouent. Donc, quand tu n'as plus d'idée, reviens à cette formule simple. Les joueurs veulent quoi? Qu'est-ce qui les en empêche? Qu'est-ce qui se passe si personne ne bouge? Et par quel angle peuvent-ils s'y prendre? Avec ça, tu peux créer énormément de scènes. Pas parce que tu as inventé quelque chose de révolutionnaire, mais parce que tu as créé une situation qui appelle des choix. Et en JDR, c'est ça qui compte. L'imagination ne vient pas du vide. Il faut arrêter avec l'idée qu'un MJ invente tout à partir de rien. Personne ne crée vraiment à partir du vide. Pas les écrivains, pas les scénaristes, pas les créateurs de jeux et pas plus les MJ. L'imagination, c'est une cuisine. Tu prends des ingrédients, tu les mélanges, tu les transformes, tu changes le contexte, tu changes le ton, et soudain,
quelque chose de nouveau apparaît. Donc si tu es en panne d'inspiration, la question n'est pas seulement qu'est-ce que je peux inventer, c'est aussi qu'est-ce que je peux utiliser comme carburant. Regarde une photo de village abandonné, écoute une légende locale, prends une scène d'un film que tu aimes, relis les histoires de tes personnages joueurs, feuillette un bestiaire. Tout ça, ce sont des ingrédients. Et ensuite, tu ne copies pas, tu transformes. Tu peux prendre un lieu réel et le rendre plus dangereux. Une vraie vallée isolée devient une vallée qu'on évite depuis 100 ans. Un vieux sanatorium devient un monastère où personne ne tombe malade, mais où personne ne guérit vraiment. Un phare abandonné devient le seul endroit où l'on voit encore les navires disparus. Un festival réel devient une fête où les masques ne peuvent plus être retirés après minuit. Le réel est vraiment une mine d'or. Pas parce qu'il faut le recopier, mais parce qu'il te donne des formes crédibles. Et ensuite, ton travail de MJ, c'est de déplacer 2 ou 3 curseurs. Plus anciens, plus honteux, plus dangereux, plus personnels. Et tu as déjà une base d'aventure. Tu peux faire la même chose avec les histoires que tu aimes. Il ne s'agit pas de voler une œuvre entière. Prends une fonction. Le mentor qui cache une faute ancienne. La ville qui dépend d'un mensonge. La famille noble qui se déchire autour d'un héritage. Le prisonnier qui est plus utile enfermé que libre. Tu prends cette fonction, puis tu changes les noms. Tu changes le décor, la motivation, la menace, la relation avec les personnages joueurs, et ça devient à toi. C'est comme ça que l'imagination fonctionne. Elle ne cherche pas du neuf absolu, elle transforme ce qu'elle a absorbé. Donc si tu n'as plus d'idées, ce n'est peut-être pas le moment de forcer. C'est peut-être le moment de trouver du carburant. Regarde une image, lis un livre, relis une note de campagne, écoute de la musique, puis demande-toi, qu'est-ce que je pourrais en faire à ma table? Tes joueurs t'ont déjà donné de la matière. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais un des plus grands réservoirs d'idées, c'est au final ta propre table. Et pourtant, beaucoup de MJ l'oublient. Ils cherchent une intrigue ailleurs, alors que les personnages joueurs ont déjà laissé des graines partout. Le paladin a quitté un ordre religieux? Parfait. Quelqu'un de cet ordre vient le retrouver. Le roublard a trahi une guilde? Très bien. La guilde ne veut pas forcément le tuer. Peut-être qu'elle veut récupérer ce qu'il sait. Le druide protège une forêt. Merveilleux. La forêt est menacée, mais pas par le méchant attendu. Le guerrier cherche son frère? Formidable. Son frère travaille peut-être pour les mauvaises personnes. Le magicien veut prouver quelque chose à son maître? Phénoménal. Son maître a disparu après avoir volé une découverte interne. Tu vois le principe? Tu n'as pas besoin d'inventer une intrigue totalement extérieure au joueur. Tu peux prendre ce qu'ils t'ont donné et le rendre actif. Une backstory n'est pas un musée. Ce n'est pas un texte décoratif. C'est une réserve de tension. Grâce à elle, tu peux créer des défis beaucoup plus forts. Parce qu'un défi lié au personnage demande moins d'explications. Si un inconnu est en danger, les joueurs peuvent s'intéresser. Mais si l'ancien mentor du personnage est en danger, l'accroche est déjà là. Si un village anonyme est menacé, c'est une mission. Mais si c'est le village où un personnage joueur a grandi, là c'est une décision. Et ce n'est pas seulement valable pour les backstories. Les actions des joueurs pendant la campagne sont encore plus importantes. Les personnages joueurs ont humilié un capitaine de la garde? Formidable. Il peut revenir. Pas forcément comme grand méchant. Peut-être comme un obstacle administratif ou comme un témoin hostile. Ou même encore comme quelqu'un qui refuse son aide au pire moment. Les personnages joueurs ont épargné un bandit? Génial. Il peut devenir un formateur ou rival ou une preuve vivante que leur pitié a des conséquences. Tu vois, développer ton imagination de MJ, c'est apprendre à regarder ce qui s'est déjà passé à table et à demander qu'est-ce que ça provoque maintenant. C'est beaucoup plus simple que de tout réinventer depuis zéro. Et souvent, c'est beaucoup plus satisfaisant. Parce que les joueurs sentent que le monde répond. Leur passé répond, leurs choix répondent, leurs erreurs répondent. Et là, ton imagination n'est plus seule. Elle rebondit sur la partie. L'anti-page blanche. Quand tu bloques, les outils aléatoires peuvent être extrêmement utiles. Pas parce qu'ils écrivent à ta place, mais parce qu'ils donnent à ton cerveau une contrainte. Et une contrainte, c'est souvent exactement ce dont l'imagination a besoin. Le problème de la page blanche, c'est qu'elle est trop libre. Tout est possible. Donc, rien ne vient. Mais si je te donne 3 éléments, un vieux pont, une veuve en deuil et une tombe fraîchement ouverte, ton cerveau commence déjà à travailler. Parce que la contrainte crée des connexions. Et c'est pour ça que les tables aléatoires sont si bonnes. Pas comme vérité absolue, mais comme déclencheur. Tu peux tirer un lieu, un PNJ, une complication. Par exemple, une crypte, un marchand et une dette. Au début, ça ressemble à rien. Mais maintenant, demande-toi, comment ces 3 choses peuvent-elles être liées? Peut-être que le marchand a emprunté de l'argent à une famille noble, et qu'il a donné en garantie la clé de leur ancienne crypte. Peut-être qu'il a vendu un objet trouvé dans cette crypte, sans savoir que l'objet devait rester avec le mort. Ou peut-être que la dette n'est pas financière. Peut-être que le marchand a promis d'enterrer quelqu'un là-bas, mais le corps qu'il transporte n'est pas celui qu'il prétend. Et voilà, tu n'as pas encore une aventure complète, mais tu as déjà une situation. Un marchand qui cache quelque chose, une crypte qui compte, une dette qui met la pression. Et avec ça, tes joueurs peuvent déjà agir.
Donc, prépare-toi des petites listes simples. 10 noms de PNJ, 10 désirs, 10 défauts, 10 lieux étranges, 10 complications, 10 traces de monstres, 10 objets qui posent problème. Quand tu es fatigué, tu ne veux pas inventer tout un monde, tu veux pouvoir piocher. Ces listes sont justement là pour ça. Elles ne remplacent pas ton imagination, elles l'allument. Et c'est exactement ce dont tu as besoin quand tu es en panne. Le reskinning. Arrête de croire qu'il faut tout inventer. Une autre méthode très puissante, c'est le reskinning. Et franchement, c'est une des meilleures armes contre la panne d'inspiration. Le reskinning, c'est simple. Tu prends une mécanique existante, puis tu changes la fiction autour. Tu n'as pas besoin de créer une nouvelle fiche pour chaque idée. Tu peux prendre un profil qui fonctionne déjà et le transformer par l'apparence, l'ambiance, le contexte ou la motivation. Un ogre peut devenir un garde du corps monstrueux, ou encore un chevalier maudit, ou plutôt un automate de chair, ou alors un champion dopé par une alchimie interdite. La mécanique reste proche, mais l'expérience à table change complètement. Et ça libère énormément. Parce que souvent, les MJ bloquent parce qu'ils pensent « je dois inventer un monstre original ». Non! Tu peux commencer par une fonction. J'ai besoin d'un ennemi solide qui frappe fort et met la pression. Ok, prends une fiche existante qui fait ça. Puis demande-toi, à quoi ressemble-t-il dans mon aventure? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qui le rend mémorable? Quel détail visible raconte son histoire? Même chose pour les lieux. Tu n'as pas besoin d'inventer une architecture impossible à chaque fois. Tu prends une auberge, puis tu la reskins. Une auberge où tous les miroirs sont couverts, où elle est construite autour d'un puits. Peut-être que chaque chambre porte le nom d'un disparu. Ou alors elle refuse les voyageurs après la tombée de la nuit, sauf ceux qui arrivent blessés. Alors c'est toujours une auberge, mais maintenant, elle a une identité. Le reskinning fonctionne parce qu'il sépare deux choses, la mécanique et la fiction. La mécanique dit comment ça agit dans le jeu. La fiction dit comment la table le ressent. Et souvent, pour débloquer ton imagination, tu n'as pas besoin de changer la mécanique. Tu as juste besoin de changer l'image. Un bandit avec une épée courte, c'est banal. Mais un bandit avec une lame rouillée où sont nouées des mèches de cheveux, là, le cerveau commence à poser des questions. À qui appartiennent ces cheveux? Pourquoi les garder? Tu vois? Un détail change tout. Donc, quand tu n'as plus d'idée, ne cherche pas forcément une nouvelle mécanique. Cherche une nouvelle image. Débloquer l'imagination avec les joueurs, pas à leur place. Un autre piège classique, c'est de croire que toute l'imagination doit venir du MJ. Comme si tu étais seul responsable de chaque détail. Mais le JDR, c'est une création collective. Et ça veut dire que la table peut aussi nourrir ton imagination. Pas en demandant aux joueurs d'inventer tout le monde à ta place, mais en leur donnant de petites prises. Des questions simples, cadrées, faciles. Pas décris-moi toute ta ville natale en 5 minutes. Ça, c'est trop grand. Demande plutôt, quel détail étrange remarque-t-on dans cette taverne? Quel surnom les gardes donnent à ton personnage? Quel objet ton mentor t'a laissé? Une petite question suffit. Et souvent, la réponse d'un joueur te donne une idée que tu n'aurais jamais eue seul. Le joueur dit « Dans la taverne, il y a une cloche au-dessus du comptoir, mais personne n'ose la toucher. » Génial! Maintenant ton cerveau travaille. Pourquoi cette cloche existe? Qui l'a sonnée la dernière fois? Qu'est-ce qui arrive si elle sonne? Tu n'avais rien préparé, mais la table vient de t'offrir une graine. Et tu peux la reprendre. Pas forcément tout de suite, peut-être plus tard, peut-être dans une autre scène. Mais maintenant, tu as de la matière. C'est aussi ça le huier. Ce n'est pas dire oui à tout sans réfléchir. Ce n'est pas abandonner ton rôle de MJ. C'est accepter qu'une bonne idée puisse venir de la table. Et la transformer ensuite en quelque chose de jouable. Un joueur demande « Est-ce qu'il y a une table dans la pièce ?» Souvent, il a une idée derrière la tête. Donc, au lieu de répondre non par réflexe, demande-toi « Est-ce que ça casse quelque chose si je dis oui ?» Si ce n'est pas le cas, dis oui. Et regarde ce qu'il fait avec. Parce que ce genre de détail nourrit l'imagination tactique des joueurs. Ils ne sont plus seulement en train de chercher la bonne option sur leur fiche. Ils regardent la fiction, ils utilisent le décor, ils inventent. Et toi, tu rebondis. C'est exactement ce qu'on veut. Un MJ imaginatif n'est pas celui qui produit tout, c'est celui qui sait reconnaître une bonne étincelle quand elle apparaît à table. Si cette vidéo t'aide à préparer plus facilement tes parties, même quand tu es en panne d'idées, pense à t'abonner et à nous laisser un petit like. Ça nous fera toujours plaisir. Et tu peux aussi nous dire en commentaire. Quand tu bloques, c'est plutôt sur les scénarios, les PNJ, les lieux ou les défis pour tes joueurs? Les bonnes descriptions. Assez pour lancer l'image, pas assez pour l'étouffer. Quand on parle d'imagination, on pense souvent « je dois mieux décrire ». Et oui, la description est importante, mais attention, une description peut nourrir l'imagination ou la tuer. Si tu déverses 3 minutes de lore, de noms propres, de dates, de dynasties et d'explications avant même que les joueurs aient compris ce qui est important, tu vas les perdre. Le but d'une description, ce n'est pas de prouver que ton monde est complet. Le but, c'est de donner à table une image commune et des possibilités d'action. Donc, une bonne description doit faire 3 choses. Premièrement, elle doit être concrète.
Deuxièmement, elle doit être claire. Troisièmement, elle doit donner envie d'agir. Prenons une salle de temple. La version lourde donnerait: vous entrez dans un temple construit au IIIe siècle de l'Empire Valorn, dédié à une divinité oubliée, avec une architecture typique de la deuxième période impériale. Alors oui, ça peut être intéressant dans un livre, mais à table, ce n'est pas forcément ce dont les joueurs ont besoin tout de suite. Alors qu'une version utile, ça donnerait: le temple est froid, les bancs ont été retournés contre les portes, comme si quelqu'un avait essayé d'empêcher quelque chose d'entrer. Sur l'autel, le blason du dieu a été gratté au couteau. Là, les joueurs voient, ils comprennent une tension, et surtout, ils peuvent agir. Une bonne description n'est pas forcément longue, elle est orientée, elle donne une image, une ambiance et une prise. Les 5 sens peuvent beaucoup aider, mais là aussi, pas besoin de tout utiliser à chaque fois. Ajoute surtout un détail non visuel. Par exemple, ça sent la cire froide et la pierre mouillée, ou on entend quelque chose gratter derrière les murs, mais jamais au même endroit, ou la poignée est tiède alors que la pièce est glacée. Ces détails font travailler l'imagination, parce qu'ils ne donnent pas tout. Ils ouvrent des questions, et les questions sont souvent plus puissantes que les réponses, surtout pour les monstres. Si tu dis: vous voyez 3 ghouls, tu donnes l'information, mais tu fermes une partie de l'imaginaire. Si tu dis: 3 silhouettes se retournent dans l'obscurité, elles ont encore des vêtements humains, mais elles bougent comme si leurs articulations ne leur appartenaient plus. L'une d'elles renifle l'air, puis vous fait un sourire sans lèvres. Là, tes joueurs imaginent, ils ressentent. Développer ton imagination descriptive, ce n'est pas ajouter toujours plus, c'est choisir le bon détail, celui qui donne envie à la table de compléter l'image. Les meilleurs défis viennent de problèmes ouverts. Parce que souvent un MJ ne manque pas seulement d'idées de scénario, il manque d'idées de scènes jouables. Il se dit: je veux un défi intéressant, et finit par mettre une porte verrouillée, un combat, une énigme, un piège et un PNJ qui bloque. Mais ce qui rend un défi intéressant, ce n'est pas son type, c'est sa forme. Un bon défi de JDR doit être clair dans son problème, mais ouvert dans ses solutions. Les joueurs doivent comprendre ce qui bloque, mais ils ne doivent pas sentir qu'il n'existe qu'une seule réponse cachée dans tes notes. Exemple simple, les personnages doivent entrer dans une prison. Le mauvais défi serait: la porte est fermée, il faut trouver la clé. Ce n'est pas injouable, mais c'est très fermé. Alors que si tu dis aux joueurs: la prison est ouverte aux visiteurs pendant 10 minutes chaque soir, mais seulement pour les familles enregistrées. Un fonctionnaire vérifie les noms. 2 gardes observent la file et un registre est posé sur son bureau. Là, le problème est clair. Entrer sans être autorisé. Mais les solutions sont nombreuses. Tu vois la différence? Tu n'as pas préparé la solution, tu as préparé une situation. Et c'est beaucoup plus fertile, parce que les joueurs vont inventer. Et ton imagination va rebondir ensuite sur leur plan. C'est ça une bonne méthode quand tu es en panne. Ne cherche pas un défi brillant, crée simplement une situation. Puis tu ajoutes des acteurs. Un obstacle devient plus vivant quand quelqu'un le veut, le protège, le craint ou en profite. Une porte, c'est juste une porte. Mais une porte gardée par un vieux soldat qui ne veut pas finir sa carrière sur une erreur, c'est déjà une scène. Une rivière, c'est juste une rivière. Mais une rivière surveillée par des passeurs qui ont peur de ce qui remonte la nuit, c'est déjà une aventure. Une malédiction, c'est une idée. Une malédiction que le village cache parce qu'elle protège aussi les récoltes, ça devient un dilemme. Alors quand tu bloques, ajoute une personne et pose-toi ces questions. Qui veut que le problème reste comme il est? Qui souffre de la situation? Qui ment pour survivre? Qui propose une solution dangereuse? Qui veut utiliser les PNJ? Qui veut utiliser les personnages joueurs? Les idées viennent souvent des relations. Pas des dieux, pas des monstres, des relations. Qui connaît qui? Qui doit quelque chose à qui? Qui a peur de qui? Qui dépend de qui? Qui trahit qui? Ajoute ça et ton défi devient tout de suite plus riche. Les échecs, accidents et sorties de route sont du carburant. Un autre blocage fréquent, c'est la peur que les joueurs cassent ton idée. Tu prépares une scène, ils contournent. Tu prépares un PNJ, ils le tuent. Tu prépares une enquête, ils accusent la mauvaise personne. Tu prépares une grande confrontation, ils négocient. Et là, tu peux avoir l'impression que ton imagination est en train de s'effondrer. Mais en réalité, c'est souvent là que le JDR devient intéressant. Parce que l'imagination de MJ ne sert pas seulement à préparer, elle sert à répondre. Un échec n'est pas forcément un mur, c'est une bifurcation. Un jet raté ne doit pas toujours dire « tu n'y arrives pas ». Il peut dire « tu y arrives, mais ». Je parle justement de ce sujet dans ma vidéo qui s'affiche là, ou quelque part par là. Et tu la trouveras aussi en description. Mais reprenons. La scène continue à avancer, mais elle s'épaissit. Et ça, c'est très important pour l'imagination. Parce que si chaque échec bloque, le MJ doit sans cesse inventer des chemins de secours. Mais si chaque échec crée une conséquence, la partie produit sa propre matière. Les joueurs ratent une discrétion? Pas grave, ils ne sont pas automatiquement arrêtés. Mais quelqu'un sait qu'ils sont là. Et ce genre de réponse développe ton imagination à table.
Parce que tu n'essaies plus de protéger ton scénario. Tu transformes ce qui arrive. Et ça, au final, c'est beaucoup plus souple. Même chose avec les idées des joueurs. Parfois, un joueur va proposer une explication meilleure que la tienne. Il va dire: et si le meurtrier était le frère de la victime? Et toi, tu avais prévu autre chose. Tu n'es pas obligé de changer, mais tu peux quand même te demander: est-ce que son idée rend la partie plus intéressante? Si oui, tu peux l'intégrer. Pas forcément exactement comme il l'a dit, mais comme une piste ou une complication, un fond semblant ou une réalité partielle. Un MJ imaginatif n'est pas celui qui protège toujours son plan, c'est celui qui sait reconnaître quand la table vient d'offrir quelque chose de meilleur. Quand tu es fatigué, réduis la charge mentale. Il faut aussi dire quelque chose d'important. Parfois, tu n'es pas en panne d'imagination, tu es juste fatigué. Et c'est pas pareil. Tu as eu une grosse journée, tu as trop de choses à gérer. Tu veux faire une bonne séance, tu veux que les joueurs s'amusent, tu veux être original, tu veux ne pas décevoir et tu te mets plus la pression. Et plus tu te mets la pression, moins les idées viennent. Alors, dans ces moments-là, la solution n'est pas de te demander encore plus d'efforts, c'est de réduire la charge. Quand tu es fatigué, utilise des formats simples. Un lieu, 3 PNJ, un problème, une pression, 2 complications, une récompense. Tu n'as pas besoin d'une intrigue à 5 couches. Tu n'as pas besoin d'un twist énorme. Tu as besoin d'une situation jouable. Voilà un exemple. Le lieu, un relais de route. Les PNJ, une aubergiste, un messager blessé, un marchand trop calme. Le problème, le messager transporte une lettre que plusieurs personnes veulent. La pression, une patrouille arrive avant l'aube. Les complications, la lettre est scellée magiquement. Et le marchand sait à qui elle est destinée. Voilà, tu peux jouer. Ce n'est pas moins bien parce que c'est simple. C'est souvent mieux qu'une grande intrigue confuse préparée en panique. Tu peux aussi préparer des aides qui te donnent du temps. Une lettre à donner aux joueurs, une carte simple, une image du lieu, un objet à manipuler, une rumeur imprimée. Et pendant que les joueurs lisent, regardent, discutent, ton cerveau respire. Tu reprends de l'avance. Et c'est normal. Un MJ n'a pas besoin d'être en improvisation maximale en permanence. Il peut se créer des respirations. Autre astuce, prépare-toi des questions de secours. Quand tu bloques, demande aux joueurs une petite contribution. Qu'est-ce qui vous semblait étrange dans cette pièce? Qui dans le groupe reconnaît ce symbole? Quelle rumeur as-tu déjà entendu sur ce lieu? Quel détail te met mal à l'aise chez ce PNJ? Ça te donne quelques secondes. Et parfois, ça te donne une idée complète. La fatigue ne disparaît pas, mais tu arrêtes de porter toute la table seul. Et ça, pour un MJ, c'est essentiel. Méthode pratique. Créer une aventure quand tu n'as rien. Maintenant, prenons une méthode très concrète. Tu as une séance bientôt. Tu n'as pas d'idée. Tu veux quelque chose de jouable. Pas parfait, jouable. Étape 1. Choisis une image. Une seule. Un marché sous la pluie, ou une tour fermée de l'intérieur. Un pont couvert de ruban rouge, ou encore une auberge où tout le monde connaît le prénom des personnages. Ne cherche pas encore le scénario. Choisis juste l'image qui t'accroche. Étape 2. Ajoute un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Le marché vend des objets volés aux morts. La tour enferme quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Le pont reçoit un ruban chaque fois que quelqu'un disparaît. Une auberge où l'aubergiste connaît déjà le nom des voyageurs et leur donne les clés avant même qu'ils ne se présentent. Étape 3. Ajoute une pression. Qu'est-ce qui avance? À minuit, le marché disparaît. Au lever du soleil, la tour brûlera. Demain, le dernier ruban sera posé. Avant l'aube, l'auberge choisira qui ne repart pas. Étape 4. Ajoute 3 acteurs. Qui veut quoi? Un PNJ veut cacher le problème. Un PNJ veut l'utiliser. Un PNJ en souffre. C'est suffisant. Pas besoin de 15 factions. 3 acteurs donnent déjà du mouvement. Étape 5. Ajoute 3 approches possibles. Comment les joueurs peuvent agir? Enquêter, négocier, protéger, voler, suivre, détruire, fuir avec quelqu'un, faire un marché. Tu ne prépares pas la solution, tu prépares des portes d'entrée. Étape 6. Prépare 2 conséquences. Si les joueurs réussissent, qu'est-ce que ça change? Si les joueurs tardent ou échouent, qu'est-ce qui empire? Et là, tu as une aventure. Pas forcément un chef-d'œuvre, mais une vraie situation de JDR. Donc, quand tu n'as plus d'idées, ce n'est pas forcément que ton imagination est vide. Souvent, c'est juste que tu lui demandes trop. Alors, au lieu de te battre contre la page blanche, fais plus simple. Parce qu'une bonne partie ne naît pas toujours d'une grande idée. Parfois, elle naît d'un petit élément qu'on accepte de suivre assez longtemps pour voir où il mène. Et si tu ne retiens qu'une chose, retiens bien celle-ci. Un MJ en panne n'a pas besoin de forcer l'inspiration. Il a besoin de trouver la première étincelle. Le reste peut se construire à table. Si cette vidéo t'aide à préparer tes parties avec moins de pression, pense à t'abonner et à nous laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et dis-moi aussi en commentaire, quand tu es en panne, tu bloques plutôt sur les scénarios, les PNJ, les lieux ou les défis?